La renaissance d'une magistrature au service du peuple, c'est sous ce thème que s'est ouvert ce lundi 7 avril l'Assemblée générale ordinaire du Conseil supérieur de la magistrature. La Première ministre prépare ce lundi à Annual Investment Meeting Congress 2025. Judith Souminoye a présenté des opportunités d'investissement qu'offre la RDC. Enfin, le gouverneur de la province du Nord Kivu a accordé une audience ce lundi au commandant provincial de la police nationale congolaise. La question de la sécurisation de la population du Nord Kivu était au centre de leurs échanges. Si vous nous rejoignez, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle session d'information sur la chaîne du repos. Au sommaire, voilà une ouverture ce lundi 7 avril de l'Assemblée générale ordinaire du Conseil supérieur de la magistrature. C'est sous le thème la renaissance d'une magistrature au service du peuple que s'est ouverte cette assemblée par le discours du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. On fait le point avec Rachel Adassaliwala. Bien avant les discours du chef de l'État à l'ouverture de cette Assemblée générale ordinaire du Conseil supérieur de la magistrature, le président de cette institution, Dieudonné Kamuleta, a prononcé le mot d'ouverture. L'Assemblée générale du Conseil supérieur de la magistrature s'est réunie en session ordinaire une fois l'an, au premier lundi du mois d'avril, sur convocation de son président. La durée de la session ne peut dépasser 30 jours. Rappelons que la présente Assemblée générale a été convoquée en session ordinaire. C'est pourquoi nous avons jugé opportun que cette session 2025 soit organisée sous le thème « La renaissance d'une magistrature au service du peuple ». S'en est suivi de l'adresse du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je m'adresse à vous en ma qualité de magistrat suprême, animé par le devoir et la responsabilité, avec gravité mais aussi avec espoir. Espoir que cette session de l'Assemblée générale du Conseil supérieur de la magistrature soit une étape déterminante dans notre combat commun pour une justice équitable, intègre et indépendante. Ici est noté que c'est chaque premier lundi du mois d'avril qu'a lieu l'ouverture de l'Assemblée générale ordinaire du Conseil supérieur de la magistrature. Et le chef de l'État a profité de l'occasion pour adresser les mots de compassion à tous ceux qui sont victimes des inondations dans la ville de Kinshasa. Regardez. Je ne saurais passer sous silence le drame bouleversant qui vient de frapper notre capitale. À la suite des pluies diluviennes qui se sont abattues sur Kinshasa, l'ouest de la ville a été durement éprouvé par des inondations d'une rare violence, causées notamment par le débordement de la rivière Njili. Ce sinistre a emporté la vie de plus de 32 de nos compatriotes, endeuillé des familles entières et plonger des centaines d'autres dans la détresse tout en paralysant une grande partie de la circulation urbaine. Je tiens à exprimer, en mon nom propre et au nom de la nation tout entière, ma profonde émotion, ma compassion la plus sincère et ma solidarité indéfectible à l'endroit des familles endeuillées et des sinistrés. Juste après, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi est allé sur le lieu où se trouvent les victimes des pluies diluviennes pour palper du doigt la souffrance de ses compatriotes meurtris par les inondations. Toujours dans ce même chapitre, le gouvernement central rassure les sinistrés des pluies diluviennes du week-end dernier de son soutien inconditionnel. C'est le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières qui l'a dit. C'était au cours d'une intervention à la RTNC le dimanche 6 avril 2025. Patrick Issot nous fait le point.
Les dégâts ont été importants. 33 décès, 46 personnes hospitalisées et 200 ménages inondés. Le gouvernement s'est activé avec un plan d'urgence pour assister toutes ces personnes en disposant des sites d'accueil pour recevoir toutes les familles dont leurs maisons sont sous les eaux. Le gouvernement rassure toutes ces personnes de son soutien inconditionnel et surtout de la prise en charge. Le gouvernement est pleinement engagé à pouvoir résoudre toutes ces difficultés. C'est une pluie, c'est une catastrophe naturelle qui nous a tous surpris de cette manière avec une pluviosité énorme. Nous sommes en train de prendre des dispositions pour secourir toutes ces familles. D'autres pluies diluviennes sont annoncées dans les jours à venir, a dit le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacquemain Chabani. Il a à cet effet appelé tout le monde à la prudence. Il est vrai aussi que la météorologie nous annonce une succession de pluies pour les jours à venir. Donc c'est aussi pour moi l'occasion de prévenir toutes nos familles quinoises qui savent qu'ils se trouvent dans un environnement à risque de prendre des dispositions et de suivre tous les messages que le gouvernement et que la ville de Kinshasa donnera dans ce sens pour qu'ensemble nous puissions pouvoir les encadrer et nous rassurer que nous allons préserver les vies humaines. Sur le terrain, tout est mis en œuvre pour rétablir la situation, surtout avec les dégâts causés par la pluie. Vous le savez certainement, les parties est et ouest de la ville de Kinshasa sont sous les eaux depuis le samedi dernier. À cet effet, le VPM de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, a, au-delà de dresser le bilan de cette catastrophe naturelle, rassuré les victimes de l'appui et du soutien du gouvernement central. Affaire Vitan fait le point. Depuis les premières heures de la catastrophe, le gouvernement congolais est en alerte. D'importants dégâts matériels signalés, mais aussi de pertes en vies humaines, tel nous dit le VPM Jacquemain Chabani. Nous avons connu des dégâts assez importants au niveau de la nationale numéro 1, mais aussi des glissements de terrain qui ont emporté certaines maisons et qui ont causé aussi des dégâts en vies humaines, qui ont été enregistrés avec un bon nombre de blessés. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a donc rassuré de l'aménagement de quelques sites pour servir de logement aux victimes. Des familles aussi qu'on a recueillies dans un centre au niveau de Kimwenza, où il y a 75 familles qui s'y retrouvent déjà depuis hier. Au niveau de la partie est de la ville, nous avons déjà identifié 2 sites au niveau de l'Institut Lumumba et à Njili à Kitokimosa, où nous sommes en train d'accueillir les familles sinistrées. Au niveau de l'Institut Lumumba, nous avons déjà identifié 117 familles. À Njili, nous avons déjà pris en charge 100 familles. Mais les services de sauvetage continuent à travailler, à recueillir les familles. Nous sommes en train d'aménager au niveau du stade du 20 mai, là où le gouvernement avait eu à aménager certains équipements pour la francophonie. C'est là où nous allons localiser un bon nombre de familles en attendant de pouvoir les relocaliser définitivement. Signalons qu'à ce jour, après plus de 24 heures, la circulation routière a repris sur le boulevard Lumumba. En santé, toutes les catastrophes finissent par devenir des catastrophes sanitaires. C'est dans cette optique que le ministre de la Santé est intervenu depuis la nuit du samedi pour venir en aide aux sinistrés des inondations. Au cours d'un point de presse tenu ce lundi 7 avril, le docteur Roger Kamba a dressé un bilan de plus de 5000 familles touchées par ces catastrophes. Témoin de l'événement, Amine Kambidio et Francis Matondo. Kinshasa se souviendra de pluies diluviennes qui se sont abattues dans la nuit du vendredi 4 au samedi 5 avril. Au vu des conséquences sanitaires de ces intempéries, le ministre de la Santé est vite intervenu pour remédier à la situation. Faisant la restitution de sa tournée devant la presse, le docteur Roger Kamba a dressé un bilan comprenant 30 décès. Il y a plus de 5000 familles qui ont été impactées. Il y a 30 morts. En décès au niveau de la ville du province de Kinshasa. Nous avons une vingtaine de mamans, de blessés qui sont hospitalisés et nous avons, comme d'habitude, dans ces périodes-là, on a toujours de bonnes choses. On a 2 mamans qui sont enceintes et une qui a accouché, la maman et le bébé vont très bien.
Plusieurs sites ont été rapidement équipés dans le but d'abriter des sinistrés. En attendant d'autres dispositifs en cours d'installation, le patron de la santé a signalé qu'un poste médical a été érigé à l'Institut Lumumba pour répondre aux urgences sanitaires. Par exemple, sur le site de Lumumba, c'est un gap que nous devons combler, mais on a déjà de premières latrines qui ont été installées hier. Nous avons installé hier des tentes pour pouvoir accueillir les gens, mais comme c'est une école, il y a aussi des salles de classe qui sont prises en charge. C'est pour ça que nous avons décidé d'aller au stade de Raphaël, parce que là, il y avait eu le jeu de la francophonie, il y a des infrastructures pour loger beaucoup plus de monde et pour les prendre en charge de manière beaucoup plus sécuritaire et dans les meilleures conditions. Le gouvernement touché par cette tragédie prend en charge des sinistrés, les blessés et l'enterrement des morts. Nous avons prévu pour 10 000 personnes la prise en charge médicale. La prise en charge alimentaire et d'eau, c'était pour 2000 personnes. Ce matin, je peux vous dire que ce site-là a 367 personnes. Au niveau du site maintenant qu'on a ouvert, du stade de Raphaël, où nous sommes maintenant déjà en train de mettre le même dispositif médical et le même dispositif de prise en charge alimentaire et d'eau, nous avons actuellement 595 personnes. Mais ce chiffre évolue, donc on est autour de 600 à Tata Raphaël et autour de 400 au niveau de Lumumba, ce qui fait déjà un peu plus de 1000 personnes qui sont prises en charge. Maintenant, par rapport aux hospitalisés, nous avons 20 personnes, comme je l'ai dit, qui sont à Vijana et ces personnes-là sont prises en charge gratuitement. Le gouvernement prend en charge, c'est une catastrophe, on ne peut pas laisser les familles déjà sinistrées qui ont perdu leur habitat, qui ont perdu tout ce qu'il y a. Hier, j'ai vu des personnes qui ont tout perdu en fait. Juste après, le ministre, désireux de protéger la santé des Congolais, s'est vite rendu sur le terrain pour suivre de près l'installation d'autres dispositifs sanitaires. Une bonne santé à la naissance pour un avenir plein d'espoir, c'est sous ce thème que l'humanité a célébré ce lundi 7 avril la journée mondiale de la santé. Au cours d'un point de presse, le ministre de la Santé a peint un tableau un peu plus remarquable concernant les chiffres des mamans et bébés pris en charge grâce à la gratuité de la maternité. Emily Kambizu et Francis Matondo reviennent. C'est une occasion qui emmène le gouvernement du monde à se pencher sur les grands défis liés à la santé publique. La Journée mondiale de la santé édition 2025 se penche sur plusieurs objectifs, notamment lutter contre la stagnation et la régression en matière de santé de la mère et du bébé et faciliter l'accès abordable aux soins de santé aux femmes enceintes et venant d'accoucher. À cette occasion, le ministre de la Santé publique est revenu sur les exploits très significatifs réalisés dans la gratuité de la maternité. Nous avons donc, si vous vous rappelez, lancé la gratuité de la maternité, ça fait déjà plus d'1 an, et nous avons déjà plus d'1 500 000 mamans et leurs enfants qui ont été pris en charge. Et c'est un programme majeur du gouvernement et qui est en cours avec bien sûr les aléas d'un programme à son début. Mais le résultat est impressionnant parce qu'on a pris en charge 1 500 000 mamans gratuitement en charge avec leurs enfants. Et donc, c'est pour cela que je dis que je suis content que cette journée de la santé soit consacrée, le thème soit celui de la santé à la naissance. Parce que nous faisons aujourd'hui face aux urgences, mais ces urgences-là doivent être intégrées dans le futur de notre population, de notre pays. Au-delà de la maman et du bébé, cette année, la journée vise également à soutenir et protéger les sages-femmes et les obstétriciennes, à donner la priorité à la santé mentale des femmes enceintes et à celles qui viennent d'accoucher, et aussi lutter contre la violence à l'encontre des femmes enceintes et des mères.
Coopération, je l'ai annoncé au sommaire, la RDC présente des opportunités d'investissement et un marché de plus de 120 millions de personnes. C'est le contenu du discours de la Première ministre Judith Suminwa à Annual Investment Meeting Congress 2025. Ces assises organisées par le ministère émirati du Commerce extérieur ont ouvert ses portes ce lundi 7 avril 2025 à Abu Dhabi. Patrick Issou y revient. Annual Investment Meeting Congress 2025 a officiellement démarré ce lundi 7 avril à Abu Dhabi aux Émirats Arabes Unis. Ce rendez-vous, organisé par le ministère émirati du Commerce extérieur avec l'appui de 400 partenaires, a permis à la RDC de présenter son potentiel d'opportunité malgré ses défis. C'est la Première ministre Judith Suminwa qui s'est évertuée à cet exercice par une intervention remarquée. Nous sommes en possibilité aujourd'hui, avec ces minerais stratégiques, de travailler sur la transition énergétique que nous pouvons offrir. De la même manière, on a parlé de notre faiblesse en termes d'infrastructures, mais en termes d'opportunités et d'investissements, justement, c'est que nous avons cette capacité de pouvoir absorber les investissements. Mais pour pouvoir le faire, évidemment, la République démocratique du Congo a commencé à travailler sur un certain nombre de réformes, particulièrement pour améliorer le climat des affaires avec cette nécessité d'assurer une sécurité judiciaire et juridique aux investisseurs. Nous avons mis en place un certain nombre de lois et de textes réglementaires, comme par exemple dans le cadre du partenariat public-privé, parce que cela nous offre l'opportunité de donner aux investisseurs privés de manière directe des partenariats gagnant-gagnant dans lesquels chaque investisseur peut venir trouver des marchés, vous l'avez dit. Les atouts, la République démocratique du Congo en a. La chef de l'exécutif national les détaillera à l'assistance. Monsieur le président Sassou Nguesso vous a parlé du bassin du Congo. 90% du territoire de la RDC fait partie du bassin du Congo. Donc, en termes de biodiversité, de transition énergétique, vous voyez bien que nous sommes vraiment dans cette capacité de pouvoir offrir beaucoup, d'autant plus qu'aujourd'hui, quand on parle de changement climatique, on a vraiment besoin de cela. Nous sommes un marché de plus de 120 millions de personnes, avec 60% de jeunes, et donc c'est un gros marché de consommation. Nous avons 9 pays voisins, et ces 9 pays voisins sont aussi un marché potentiel pour toute personne qui va investir au niveau de la RDC. Présent à ces assises, le président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, et son homologue bissau-guinéen Umaro Sissoko Embalo ont visité en compagnie de la première ministre de la RDC, Judith Suminwa Tuluka, le stand de la DAPI, lieu où sont présentées les potentialités d'investissement en République démocratique du Congo. Et dans le reste de l'actualité, la question de la sécurisation de la population du Nord Kivu au centre de l'audience que le gouverneur militaire de cette province a accordé au commandant provincial de la police nationale congolaise. Au sortir de leurs échanges, le commissaire divisionnaire adjoint Dieudonné Makambo promet de renforcer la sécurité par la gouvernance de proximité. C'était ce lundi 7 avril 2025. Suivez ces propos recueillis par Rachel Adassaluala. Nous avons dit et nous le disons toujours que la population doit faire confiance au chef de l'État qui est en train de tout mettre en œuvre pour que la paix revienne. Et la population est le partenaire privilégié, surtout pour nous, la police. Et la population doit être prête à fournir toute information aux services, aux forces de défense et de sécurité, afin de nous permettre à juguler cette insécurité et que la paix revienne. La population, c'est le partenaire privilégié de services de sécurité, de forces de défense et de sécurité. Parce que sans la contribution de la population, je l'ai dit et je l'ai toujours dit, beaucoup de choses vont nous échapper. Et si nous travaillons en symbiose avec la population, je pense que l'ennemi de la paix n'aura pas sa place. C'est vrai que nous devons renforcer les dispositifs qui sont déjà en place. En tout cas, beaucoup plus travailler avec les autorités locales et renforcer les dispositions qui sont déjà en place pour qu'on puisse juguler, mettre fin à cette insécurité.
Vers la nouvelle médiation togolaise dans le conflit entre la RDC et le Rwanda, la question se pose. En tout cas, le président angolais João Lourenço, ancien médiateur de ce conflit, a lors d'une réunion par visioconférence samedi, émis la proposition de la nomination du président togolais à ce poste, proposition soutenue par le bureau de l'Assemblée de l'Union africaine. Reste la validation officielle. Regardez. La candidature de Faure Gnassingbé a fait l'objet de consultations préalables avec le concerné, s'est dit favorable sous réserve de l'approbation formelle par l'Assemblée de chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. La validation officielle interviendra via la procédure dite de silence qu'en prévoit l'organisation dans son règlement intérieur. La réunion tenue par visioconférence a réuni plusieurs dirigeants africains, notamment les présidents Mohamed Ould de la Mauritanie, John Dramani du Ghana, Prosper Bazombaza, vice-président du Burundi, ainsi que les représentants de la Tanzanie et de la Commission de l'Union africaine. Le président Lourenço a rappelé la gravité de la situation humanitaire dans l'est de la RDC et l'impact régional du conflit. Il a salué les avancées récentes, notamment la convergence des processus de paix de Nairobi et de Luanda, désormais conviés à des facilitateurs africains mandatés par la SADC et l'EAC. L'Union africaine a réaffirmé son engagement à œuvrer pour une résolution durable du conflit en RDC, appelant toutes les parties à s'engager de manière constructive dans l'esprit de solidarité africaine. En dehors de nos frontières, pour terminer, l'opposition centrafricaine a manifesté le week-end dernier contre un troisième mandat du président Faustin Archange Touadéra. Stop au troisième mandat, pouvait-on lire sur des multiples pancartes brandies par les manifestants. Regardez. Ils étaient près de 5000 personnes dans les rues de Bangui sous le guide de députés de l'opposition. L'opposition centrafricaine s'est réjouie de la participation massive des jeunes. Dernière année de son deuxième mandat, il manipule la population avec l'argent du peuple pour dire que c'est le peuple qui lui a demandé un troisième mandat. Enfin, c'est une victoire du peuple centrafricain. Pourquoi? Parce que 90% des personnes qui ont marché ce matin sur 3 km du pont Jackson jusqu'au monument de Boganda, 90% bien, je dis, ce sont des jeunes hommes et des jeunes femmes. Les adultes sont moins de 10%. Ça veut dire que la jeunesse est consciente de son sort aujourd'hui. Et la jeunesse est consciente également qu'on veut utiliser un rouleau compresseur composé de Russes, de Wagner, de requins, etc. pour l'intimider. Mais la jeunesse centrafricaine a dit non. Tout en dénonçant les intimidations pendant cette marche de 3 km, les opposants au pouvoir en place ont fustigé ce qu'ils considèrent comme des échecs, notamment dans le secteur social. Jusqu'à même à Bangui, on parle de phénomène de maître para, c'est extrêmement grave. Alors que nous avons à la tête du pays les professeurs, c'est-à-dire les enseignants. Donc en principe, ils devront d'abord prendre en main la situation du système éducatif centrafricain en main. Mais malheureusement, force est de constater que le système éducatif ne marche pas. Donc, en somme de tout ce que la population centrafricaine est en train de traverser actuellement, nous, au niveau de BRDC, c'est-à-dire les leaders de BRDC ont décidé d'appeler la population pour dire stop au président Touadéra pour un troisième mandat. Signalons que les blocs républicains pour la défense de la Constitution promettent de maintenir la pression à travers des démonstrations de force dans les jours à venir. Ainsi s'achève cette session d'information. Je vous en rappelle les grandes lignes. La renaissance d'une magistrature au service du peuple, c'est sous ce thème que s'est ouvert ce lundi 7 avril l'Assemblée générale ordinaire du Conseil supérieur de la magistrature. La première ministre prépare ce lundi à Annual Investment Meeting Congress 2025. Judith Souminoye a présenté des opportunités d'investissement qu'offre la RDC. Enfin, le gouverneur de la province du Nord Kivu a accordé une audience ce lundi au commandant provincial de la police nationale congolaise. La question de la sécurisation de la population du Nord Kivu était au centre de leurs échanges. Ce journal est complètement terminé. Merci de nous avoir suivis. Nous vous souhaitons de passer un excellent début de semaine en compagnie de la chaîne du repos. Portez-vous bien.